Bonsoir. Elle est où la caméra déjà? J'oublie toujours. Elle est là. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro, ce numéro de rentrée de Horizon 21. Une émission, je rappelle, qui vous est proposée sur Au Poste par Orient 21 et Afrique 21, deux médias indépendants en libre accès, spécialisés respectivement sur le Maghreb et le Proche-Orient, enfin les mondes arabo-musulmans et le continent africain. Émission de rentrée, donc la première de cette rentrée 2025. Et c'est une émission spéciale donc sur Gaza, puisque nous sommes le 7 octobre 2025 aujourd'hui. Pour cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Je vais commencer à gauche, comme ça, au hasard. Mousna Chihabi, tu es ex-conseillère de l'Organisation de libération de la Palestine et actuellement tu es spécialiste de développement au CAREP, au Centre arabe de recherche et d'études politiques. À côté de toi, Nitzan Perelman Becker. Bonsoir. Tu es docteur en sociologie politique et membre du collectif de recherche Yarni, que l'on salue et que l'on recommande aussi, un blog, site très intéressant qui est mené notamment par des chercheurs et des chercheuses sur la Palestine et sur Israël. Et Alain Grèche, bonsoir. Journaliste, spécialiste du Proche-Orient et fondateur et directeur des deux médias Orient 21 et Afrique 21. Bonsoir à tous les trois et à toutes et tous les trois. Et merci d'être là ce soir pour cette émission spéciale. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct sur Au Poste. Merci à Au Poste déjà de nous accueillir pour cette deuxième saison. Je rappelle donc il y a un chat en direct donc sur Au Poste et sur Twitch où vous pouvez poser toutes vos questions. Alors par rapport aux thématiques que l'on va évoquer ce soir, mais aussi plus généralement sur la question palestinienne, sur Israël, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'y répondre. En tout cas, nos invités vont essayer d'y répondre. 7 octobre 2025, je disais 2 ans après l'opération et les massacres du Hamas et après le début de la guerre génocidaire sur Gaza. Mousna Chihabi, je vais commencer par toi. Est-ce que justement au bout de ces 2 ans, est-ce que tu pourrais nous faire une mise au point, un point un peu sur la situation pas seulement à Gaza, parce que effectivement, les regards sont braqués depuis 2 ans à Gaza, mais on sait que la situation des Palestiniens est pour le moins très compliquée depuis 2 ans, mais pas seulement à Gaza. À Gaza, c'est l'exemple le plus extrême, mais aussi en Cisjordanie, à Jérusalem, et aussi, on l'oublie souvent, pour les Palestiniens de l'intérieur, les Palestiniens qui sont citoyens israéliens. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu le point 2 ans après sur la situation des Palestiniens ? Merci Sarah. Aujourd'hui, c'est 2 ans depuis le début du génocide mené par Israël contre la bande de Gaza. Je pense qu'il y a eu dans ces 2 ans 3 crimes commis en parallèle. Le crime du génocide, la punition collective contre toute une population à Gaza et en Cisjordanie et une épuration ethnique qui dure depuis 77 ans. Je pourrais vous donner quelques chiffres. C'est des chiffres qui proviennent des registres civils et médicaux palestiniens. Et ils montrent vraiment avec une précision claire l'effondrement méthodique de toute la société en entier. Alors, en 2 ans, selon le dernier nombre, c'est 67 139 Palestiniens qui ont été tués à Gaza. 5 sur 6 de ces gens étaient des civils. Et plus de 9 500 personnes sont toujours portées disparues sous les décombres. 20 000 enfants figurent parmi tous ces morts. 2 700 familles ont été effacées des registres. 2 700 familles de Gaza complètement effacées des registres. Et dans 5 943 familles, il ne reste plus qu'un seul survivant. Très souvent, c'est un enfant. Donc, on parle de 5 943 familles. Plus de 4 000 personnes à Gaza ont perdu au moins un membre ou plusieurs membres de sa famille.
Bien sûr, on a aussi, si on veut compter les médecins, 1670 médecins, infirmiers et soignants ont été tués. Là, on parle pour une population de 2 millions de personnes, donc là, c'est comme la population de Paris en fait. 254 journalistes tués, 140 secouristes, 460 civils sont morts de faim, et parmi eux 146 enfants. Et aujourd'hui, on a 90 000 enfants qui souffrent de malnutrition sévère. Donc au total, à Gaza, c'est 11% de la population qui a été soit tuée, soit blessée. Je rappelle que c'est comme la population de Paris. C'est comme s'il disait 11% de la population de Paris qui a été tuée ou blessée. Pendant ces 2 années de génocide et jusqu'à aujourd'hui, l'armée israélienne a largué 160 000 tonnes d'explosifs. Ça veut dire 8 fois la puissance combinée des bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Et ça équivaut à 76 kilos d'explosifs pour chaque habitant de Gaza. Ça, juste pour vous donner une vision des choses. Bien sûr, en ajoutant à tout cela, pourquoi on parle aussi de génocide? Parce que toutes les infrastructures civiles ont été démolies. 94% des hôpitaux complètement bombardés. Toutes les universités ont été détruites. La plupart des écoles et des cliniques. Et 90% des logements à Gaza sont inhabitables. Et dans la bande de Gaza, il y a des villes entières qui ont complètement disparu, comme Rafah, Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahia. En Cisjordanie, il y a la même logique. Vraiment, les Palestiniens subissent la même logique, mais sous une autre forme. Il y a plus de 1000 Palestiniens qui ont été tués en 2 ans, tout en sachant que le Hamas ne gère pas la Cisjordanie. 33 de ces Palestiniens tués ont été tués par des colons armés directs, y compris en direct. On a vu ça sur nos écrans. 18 000 personnes ont été arrêtées. 50 000 réfugiés qui sont déjà réfugiés de 48 dans les camps de réfugiés de Jenin et Tul-Karem, ont été déplacés de force. Et Israël a construit de nouvelles colonies, 22 nouvelles colonies. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui est très grave en Cisjordanie, c'est qu'Israël, pendant ces 2 ans, a confisqué 50 000 dômes de terre palestinienne. 50 000 dômes, ça veut dire 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, ça veut dire c'est la moitié de Paris. 54 kilomètres Paris, pardon. Ça veut dire que c'est la moitié de Paris. Et 50 kilomètres carrés de terre palestinienne, ça veut dire c'est comme si on a anéanti 8 arrondissements de Paris, du 13e au 20e. Ça fait 50 kilomètres carrés. En plus de ça, la Cisjordanie, qui a la même superficie que l'Ardèche, par exemple, c'est 1000 checkpoints militaires là-bas et 200 barrières qui fragmentent complètement la Cisjordanie. C'est-à-dire les gens ne peuvent plus circuler facilement, ils doivent rester dans leur village ou dans leur ville. Et en plus de tout cela, en 2 ans, aujourd'hui, on a 14 000 Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 400 enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, les autorités israéliennes conservent 550 corps de Palestiniens que Israël a tués. Certains de ces corps, ils sont toujours chez Israël depuis plus d'un demi-siècle. Donc ces chiffres, ils montrent que c'est pas seulement une guerre, en fait, c'est vraiment l'effacement, l'anéantissement du peuple palestinien. C'est un effacement clairement organisé. C'est la destruction de tout le système de santé, d'infrastructures, des foyers. Et puis c'est pour ça qu'on parle de génocide. Et puis tout cela, bien sûr, s'est déroulé, et ça se déroule toujours sous les yeux du monde, qui n'a toujours pas décidé vraiment de faire pression, d'avoir des sanctions contre cet État, d'annuler les contrats avec cet État, que ce soit concernant les armes ou même tout ce qui est culturel, etc. Donc, il n'y a que des gens qui expriment leur inquiétude par-ci, par-là, comme la France. Et le discours s'est vraiment adapté. On a changé les mots par les actes. On préfère dire des mots que passer à l'acte. Merci Mosna. Je rappelle que dans les chiffres que tu as cités, notamment les chiffres de morts, etc., ce sont des chiffres, qui sont sous-estimés. C'est-à-dire qu'on estime, toutes les organisations sérieuses estiment que la réalité est bien au-delà de ces chiffres. Tu as parlé de génocide, bien sûr. On rappelle que la plupart des organisations de droit international parlent aujourd'hui de génocide. Par rapport au fait que il y a des villes qui ont été détruites, etc. On parle de génocide, mais aussi de d'homicide, d'urbicide, etc. Donc c'est vraiment
ce que disait dans un entretien que nous avions eu avec lui, le docteur médecin palestinien, docteur Hassan Aoussate, qui disait que le génocide était en cours. C'est-à-dire que même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, il n'y a plus, les Palestiniens n'ont plus en fait les moyens de continuer à vivre normalement, puisque les conditions matérielles de vie décentes ont été complètement annihilées par Israël. Nous reviendrons sur justement ce qui se passe en Cisjordanie. Tu as parlé des colons et de ce changement justement de stratégie entre ce que fait l'armée et ce que font les colons en Cisjordanie, et aussi j'y tiens vraiment sur la situation aussi des Palestiniens de l'intérieur. On avait choisi comme titre ou sous-titre de cette émission spéciale 2 ans de guerre Israël permanente. Et quand on parle de guerre permanente, c'est non seulement à cause de ce qui se passe à Gaza, mais aussi à cause de la multiplicité ou la pluralité en fait des fronts qui ont été ouverts par Israël durant ces 2 années. C'est vraiment une liste à faire en fait. Du coup, je me tourne vers toi, Alain. On a la Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Iran. Israël est vraiment aujourd'hui sur tous les fronts. C'est au-delà de ce qui se passe à Gaza. C'est vraiment une guerre régionale totale que livre Israël depuis 2 ans. Oui, je crois que dès le départ, Netanyahou avait fixé son objectif en dehors de l'anéantissement de Gaza et si possible l'expulsion de la population, l'idée de redessiner la carte du Proche-Orient. Et ça, on voit aujourd'hui que c'est une guerre. Les Israéliens parlent de 7 fronts, de 8 fronts, ça dépend comment on le comptabilise. Mais bon, tu as bien cité les différents endroits où, même encore une fois, si on est focalisé sur Gaza, tous les jours, il y a des bombardements au Liban, malgré le cessez-le-feu qu'Israël a accepté. Et cessez-le-feu qui devait aboutir au retrait israélien du Liban, ce n'est pas fait. En Syrie, Israël, qui occupe déjà le Golan, a étendu son occupation. Donc il y a une espèce, je dirais, de folie dominatrice avec l'idée de redessiner un Proche-Orient à la main d'Israël. Et je pense que c'est un objectif qu'ils ne pourront pas de toute façon réaliser. C'est tellement au-dessus de leur force, même avec le soutien américain, que c'est difficile. Mais c'est dangereux parce que on peut aller vers certains de ces conflits, on l'a vu notamment avec l'Iran, qui se développe en vraie guerre régionale. C'est-à-dire, c'est pas simplement, parce que je dirais au Liban, quasiment, Israël a champ libre. C'est-à-dire, ils bombardent quand ils veulent, ils tuent quand ils veulent. La Syrie, c'est pareil. En Iran, où il y a quand même une forme de résistance, ça pourrait déboucher sur un affrontement, pas seulement entre Israël et l'Iran, mais qui impliquerait les pays du Golfe, qui impliquerait les États-Unis, qui pourrait impliquer demain aussi la Russie. Donc c'est vraiment une stratégie je veux dire folle, mais qui rappelle quelque part, parce qu'il faut aussi se rappeler, c'est-à-dire le projet américain en 2003, quand ils ont envahi l'Irak, de créer un nouveau Moyen-Orient. Et on sait ce que ça a donné, c'est-à-dire une guerre sans fin en Irak, la déstabilisation de la région, etc. C'est vraiment une politique aventuriste, très, très dangereuse, et qui met en danger, y compris les Européens. Parce que je veux dire, quand on parle de la différence, je dis souvent, entre les États-Unis et nous par rapport au Proche-Orient, c'est que le Proche-Orient, c'est à côté. C'est pas à plusieurs milliers de kilomètres. Et donc les retombées en Europe peuvent aussi être importantes. Donc tout ça, c'est extrêmement grave. Oui, et je précise que quand tu dis Israël bombarde tous les jours, c'est littéralement tous les jours en fait. Ce n'est pas une formule, c'est littéralement tous les jours. Et on n'oublie pas le Yémen, effectivement, où il y a eu plus d'une trentaine de journalistes. Tout à l'heure, tu parlais des journalistes palestiniens, plus de 250 journalistes palestiniens qui ont été tués sur les 2 ans, parce qu'il y a eu des journalistes palestiniens tués aussi avant par l'armée israélienne. Au Yémen aussi, plus d'une trentaine de journalistes yéménites ont été tués suite à des bombardements israéliens. Et puis des ministres civils ont aussi été tués. Et là, en plus, quand ça se passe au Yémen, c'est vraiment dans une indifférence encore plus grande que ce qui touche le Liban ou la Syrie. On peut faire la comparaison juste, puisqu'on parle des journalistes, avec le journaliste reporter qui vient d'être tué en Ukraine par un drone.
on a des articles dans toute la presse, etc. Et il y a eu effectivement, comme tu l'as dit, 20 journalistes tués en une journée au Yémen. Je ne sais même pas s'il y a eu une information dans les grands médias, quoi. Il y a vraiment l'idée que, j'allais dire, les basanés, c'est pas des journalistes, quoi. C'est comme, il y a quelqu'un qui a dit... il n'y a pas de journalistes à Gaza. Globalement, pour un certain nombre de médias, il n'y a pas de journalistes au sud. Il n'y a que les journalistes occidentaux qui sont considérés comme légitimes. Et donc, quand on les tue, c'est un problème. Mais quand on tue des journalistes issus de la région, à ce moment, ce n'est pas très grave. Oui, et je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, sur les précisions. Enfin, pour donner peut-être une illustration, un exemple très concret, une conséquence très concrète des journalistes tués à Gaza. Sur Orient 21, on est abonné comme plusieurs journaux au fil AFP, donc à la banque d'images de l'AFP, qui est exclusivement à Gaza, nourrie par les photoreporters palestiniens, puisque, on ne le rappellera jamais assez, les journalistes internationaux sont interdits d'entrer par Israël dans la bande de Gaza. Et dans la banque d'images de l'AFP, on voit le nombre de photos disponibles depuis 2 ans se réduire comme peau de chagrin, parce que le nombre de photographes en fait se réduit à Gaza, puisque la plupart d'entre eux ont été tués, et de plus en plus ceux qui restent ne signent pas. Donc non seulement en fait ils sont tués, ils sont ciblés, ils sont tués, mais en plus maintenant ils sont invisibilisés. Ils ne veulent pas mettre leur nom sur leur travail de peur d'être ciblés par les drones israéliens. Et la société israélienne dans tout ça, Nitzan Perelman, en fait, vu de la France, on a l'impression, en tout cas, le discours dominant, c'est déjà, parler de génocide, c'est très problématique. Mais même si maintenant on commence à reconnaître, à peu près depuis la visite de Macron à Rafah, on commence à reconnaître que il se passe des choses quand même à Gaza. On a l'impression que c'est exclusivement la responsabilité de Netanyahou, parce que c'est un gouvernement d'extrême droite qui est à la tête d'Israël. Mais que ce ne sont pas, tous les Israéliens ne sont pas pour ce qui se passe à Gaza. Il y en a qui résistent, il y en a qui manifestent, il y en a qui sont pour l'arrêt de la guerre, etc. Est-ce que peut-être tu peux nous faire un point, de même qu'on a eu un point sur la situation justement côté palestinien, côté israélien, comment la situation a pu évoluer depuis 2 ans par rapport à Gaza, mais aussi par rapport aux autres fronts? Alors, il faut comprendre que le 7 octobre, c'est vraiment pas un tournant, mais vraiment un point de radicalisation. C'est-à-dire tous les phénomènes qu'on voit avant et qu'on voit maintenant, c'est des phénomènes qu'il y avait avant, mais juste de manière un peu moins audible, un peu moins visible. Et cette vision de la France, c'est vraiment drôle, parce que ce que tu viens de décrire, les gens qui se disent « Ok, il y a des crimes de guerre à Gaza, mais c'est Netanyahou, le peuple, il est bien, vraiment ». Même ça, c'est que la gauche dite radicale, mais c'est même pas la gauche radicale, on parle de Standing Together, que j'arrive pas, moi, à associer avec la gauche radicale, mais disons que c'est des organisations de position assez claires, et aussi qui sont très, très minoritaires, parce que la majorité des Israéliens ne pensent pas qu'Israël commet de crimes de guerre à Gaza. On parle de génocide. On ne peut même pas parler de crime, donc parler de génocide. Là, j'ai vu le dernier sondage de l'Institut israélien de la démocratie. 66% de la société israélienne veut que la guerre s'arrête maintenant. Seulement 2% de ces 66% considèrent qu'il faut l'arrêter parce que les habitants de Gaza souffrent trop. Donc là, et on mélange aussi, je parle là aussi des Palestiniens citoyens d'Israël qui sont dans ces sondages. Donc la vision de la France et la vision des médias français sont extrêmement problématiques, parce qu'elles essayent de décrire une société démocratique, libérale, qui lutte contre un gouvernement autoritaire, sombre, qui commet des crimes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on voit vraiment vraiment toute l'opposition, à part toute l'opposition politique, à part les partis palestiniens qui soutiennent ce qu'Israël commet à Gaza, donc d'une manière ou d'une autre. La seule fracture, c'est par rapport aux otages. Et là, vraiment, on voit la majorité de la société qui sort dans la rue, qui veut arrêter la guerre pour que les otages soient libérés.
Et si je peux dire quelque chose aussi par rapport aux citoyens palestiniens d'Israël, donc j'ai dit que c'est un point de radicalisation et pas un tournant. Et là, on voit effectivement tout ce qu'on voyait avant le 7 octobre avec les Palestiniens de 48 se renforcer, se radicaliser, parce que même avant, il y avait énormément de méthodes qui ont été utilisées contre eux, les mêmes méthodes qui sont utilisées en Cisjordanie, méthodes de silenciation et aussi toutes sortes d'efforts discursifs pour les décrire comme l'ennemi intérieur. Mais là, depuis le 7 octobre, ça s'est renforcé. On voit 10 jours après le 7 octobre, le chef de la police se mettre devant les caméras et publie sur le compte Twitter en arabe de la police. Ceux qui veulent se montrer solidaires avec les habitants de Gaza, Ahlan wa sahlan, je vais les aider à se déplacer vers Gaza dans des bus dédiés. C'est ce qu'il dit. Ahlan wa sahlan, c'est genre bienvenue, welcome, voilà. quoi. Bienvenue, il le dit en arabe, donc très raciste. Et donc, vraiment, depuis ce moment-là, chaque partage sur les réseaux sociaux, chaque publication, chaque like est considéré comme un acte de solidarité et donc comme un crime, comme une trahison. Et il y a énormément de Palestiniens qui sont arrêtés. Si depuis si pendant 1 an et demi, donc les Palestiniens, citoyens de l'État, essayent de rester vraiment assez silencieux, même dans les sondages, on voit des réponses bizarres, qu'ils disent ne pas savoir s'ils veulent reconnaître un État palestinien ou pas, qu'ils disent qu'ils se considèrent plus israéliens que palestiniens. Donc, on voit énormément de phénomènes bizarres comme ça et ils essayent de ne pas manifester, de ne pas protester parce qu'ils peuvent être licenciés, ils peuvent être suspendus de leur fac. Ça s'est arrivé en masse en Israël. Là, on voit qu'ils veulent manifester, mais de manière systématique, toutes les manifestations des Palestiniens citoyens de l'État sont annulées. Tandis que les manifestations des Juifs israéliens qui sont de la gauche radicale et qui manifestent contre la guerre, et les petites manifestations qui parlent de génocide sont autorisées. Donc, c'est-à-dire, leur situation est très, très, très critique aujourd'hui. Oui, on a même vu des ONG comme Adel, qui est une ONG palestinienne en Israël, faire des comparaisons avec la situation, avec ce qu'a été la situation des Palestiniens au lendemain de 48, en fait, enfin, entre 48 et 67, quand ils vivaient sous régime militaire. Et juste une précision pour prendre aussi en considération les gens qui nous regardent, peut-être expliquer Palestiniens de l'intérieur, juifs, la question de la citoyenneté, de la nationalité en Israël. Je ne sais pas si qui d'entre vous veut se lancer, juste pour expliquer les différents statuts en fait, parce que, et peut-être même si on peut expliquer aussi les différents statuts entre les Palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem et de Gaza, tant qu'à faire, pour qu'on voit bien en termes aussi de mobilité. Donc qui veut se lancer? Oui, en Mosna, fait, les Palestiniens de 48, donc qui sont aujourd'hui citoyens d'Israël, en fait c'est la même société. Il y en a beaucoup qui ont des cousins à Gaza. Et on a beaucoup qui ont des tantes ou des oncles en Cisjordanie. C'est la même, c'est un seul peuple. Sauf que la situation de la Nakba, donc 48, a fait qu'ils soient dispersés. Donc, moi, je peux avoir ma tante à Haïfa qui a la nationalité israélienne, qui, elle, peut venir me voir de temps en temps à Ramallah, mais qui ne peut pas aller voir son cousin ou sa cousine à Gaza. D'accord. Ramallah qui se trouve en Cisjordanie, c'est le siège de l'autorité palestinienne. Et ces gens ont été, en fait, ils sont restés en 48... la majorité, en fait, ils sont restés en 48 parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour prendre le bateau et partir, et fuir. Et ces gens ont été complètement... ils n'étaient plus en lien avec leur famille. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières qui se sont divisées, qui sont parties. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de communication. Il y a des gens qui sont allés au Liban, il n'y avait pas de communication parce que c'était l'État d'Israël maintenant. Et en fait, ça me rappelle l'histoire, une histoire simple de 48, c'est celle de Loris Hanna, qui était enfant en 48 et qui était allé dormir chez sa grand-mère. Et c'était à Haïfa et il y avait des bombardements la nuit. Donc sa grand-mère lui a dit ne rentre pas à la maison, il y a des bombardements. Sa maison, elle est même pas à 5 minutes à pied. Et en fait, le lendemain, ils vont dans cette maison
Et elle trouve qu'il n'y a plus personne, ni ses parents, ni ses frères et sœurs. Ils sont partis, elle ne savait pas où. Elle a vécu sans savoir où était sa famille. C'est ça, les gens de 48, en fait. Et elle a trouvé le pot de confiture et un morceau de pain pas terminé que sa mère avait laissé. Ils sont partis parce qu'apparemment, les Israéliens sont venus, ils ont viré les gens. Donc, c'est une partie de la population qui aussi, bien sûr, souffre de la catastrophe de 1948. Très souvent, c'est des gens déplacés à l'intérieur d'Israël, donc qui étaient traités déjà en 48 comme les Palestiniens de Cisjordanie sous occupation. Ils n'avaient pas le droit de revenir à leur village d'origine. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne sont pas encore dans leur maison d'origine, donc ils sont dans des ghettos, en fait. Et parce qu'il y a aussi des villages qui ont été rasés. Ça, tout à fait, bien sûr. Mais même si ça a été reconstruit, c'était interdit à eux. C'est toujours interdit à eux, en fait. C'est que aux Juifs. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un État raciste. Et c'est des gens qui n'ont plus de communication avec les Palestiniens de l'extérieur, en fait. Pendant très longtemps, ils ne pouvaient pas se voir. Donc les familles étaient complètement coupées. Donc, après, il y a un système de carte d'identité qui est différent, qui fait que... Voilà, donc les Palestiniens, donc ceux qui sont restés, ils sont palestiniens, mais citoyens israéliens, donc ils ont un passeport israélien. Ceux de Gaza, qui sont en partie des descendants justement des réfugiés de 48, qui sont donc palestiniens, qui ont un passeport palestinien, de l'autorité palestinienne, qui sont complètement sous siège, enfin assiégés en fait depuis 2007. Même avant. Oui, en fait, on ne le sait pas, mais 1990, même quand j'étais là-bas, les gens déjà, dès qu'ils sortaient de Gaza, ils ne pouvaient plus revenir, c'était très difficile déjà. Ouais, mais depuis en fait le retrait, parce qu'on parle, enfin c'est un argument qui revient souvent. En 2005, il y a eu le retrait des colonies israéliennes de Gaza. Oui, enfin il y a eu un retrait, mais il y a eu une occupation. Enfin, Gaza est considéré comme un territoire occupé parce qu'il y a justement ce siège et un contrôle total sur tout ce qui rentre et tout ce qui sort de Gaza. Et puis donc il y a les Palestiniens de Cisjordanie qui, pareil, sont des citoyens palestiniens. Et il y a qui, en fait, eux, pour sortir de Cisjordanie, ils doivent passer par la Jordanie. Et il y a les Palestiniens de Jérusalem. Et c'est les Israéliens qui contrôlent. D'ailleurs, récemment, ils ont fermé pendant 24 heures le pont de Allenby. Voilà ce qu'on appelle le pont de Allenby. Et les Palestiniens de Jérusalem qui, eux, sont apatrides. Qui sont comme résidents et qui peuvent voir leur résidence se retirer à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, même si c'est pour aller faire des études à l'étranger. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette population, elle est sous contrôle israélien. Pas sous le contrôle... C'est-à-dire que moi, j'ai le passeport de l'autorité palestinienne, j'ai la carte de Ramallah, mais c'est Israël qui contrôle où je dois partir, où je dois passer, et je n'ai pas le droit de vote. Ouais. Voilà. Et sur, du coup, à l'intérieur d'Israël, donc peut-être la distinction en termes de droits, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'apartheid en fait en Israël, entre citoyenneté et nationalité. Oui, donc c'est très compliqué de comprendre quand on a la vision républicaine française, ce que ça veut dire nationalité, déjà peuple. Dans vraiment le vocabulaire israélien et même en hébreu. Donc, peuple et nation, je peux dire que c'est deux mots des synonymes, tout simplement, qui sont définis par des termes ethniques. C'est-à-dire, quand on dit peuple, on pense au peuple juif, donc les juifs citoyens de l'État, mais aussi les juifs partout dans le monde. Et quand on dit nation, donc, la nation israélienne n'existe pas. Si on parle, la nation, c'est vraiment cette communauté imaginaire de Anderson, du coup, de tous les citoyens qui vivent dans un État. En Israël, ça n'existe pas, la nation israélienne. Et je prouve ça à chaque fois en expliquant que sur chaque pièce d'identité, jusqu'aux années 2000, il y avait la mention nationalité. Et donc, il y avait des nationalités différentes, c'est-à-dire chaque citoyen avait une nationalité différente. Il y avait les citoyens juifs avec une nationalité juive, il y avait des citoyens dits arabes de nationalité, bien sûr, on ne va pas dire palestinien, donc donc nationalité arabe et donc une division artificielle, nationalité druze, tcherkesse, bédouine, etc. Et même si ça a été supprimé au début des années 2000, ça a été supprimé pas pour cause de racisme, ça a été supprimé parce que tout simplement le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était ultra orthodoxe, ne voulait pas que les juifs réformés soient considérés juifs. Donc il a dit, bon, on supprime la mention... Faut expliquer là, les juifs pas réformés, les juifs qui se sont convertis en judaïsme par
le mouvement libéral juif, du coup, et pas par une conversion ultra-orthodoxe. Il ne voulait pas que ces personnes-là soient considérées comme juifs. Et du coup, il a dit, on supprime cette mention. Mais dans les registres de l'État, il y a toujours les mentions de nationalité. Et très clairement, depuis 1948, et ça, bien sûr, les Israéliens ne vont jamais admettre ça, il y a des distinctions très, très concrètes entre juifs et non-juifs. En matière de citoyenneté, en matière, les lois foncières, il y a des territoires que des non-juifs ne peuvent pas acheter. Il y a des endroits, effectivement, où des non-juifs ne peuvent pas vivre. Et ça s'est renforcé depuis le retour de Netanyahou au pouvoir avec toute une série de lois qui renforcent ces distinctions entre juifs et non-juifs. Mais ces distinctions existent depuis 1948. Juste un mot sur moi qui me perturbe toujours, c'est cette utilisation du mot juif et la confusion entre juifs et israéliens que Israël entretient. D'un côté, il y a plein de gens qui disent mais vous ne faites pas la différence entre les juifs et les israéliens, mais quand les israéliens juifs parlent d'eux, ils disent nous les juifs. Quand ils construisent des colonies, c'est pas des colonies israéliennes, ils disent des colonies juives. Et ça, c'est très pervers parce que d'une certaine manière, souvent, les Palestiniens, quand ils parlent des Israéliens, ils disent les Juifs, mais pas au sens où nous, on l'entend. Et donc, ça donne l'idée que c'est un racisme. Et quand on a parlé du 7 octobre et des massacres qui ont eu lieu pendant ces choses, on a dit, c'est le président de la République, le nôtre, qui a dit c'est le plus grand massacre antisémite de Juifs depuis la Shoah. Or, les gens qui ont fait les attaques, ils ne s'attaquaient pas aux Juifs. Ils disent de temps en temps, si on avait été occupé par les Chinois, on aurait il n'y a pas que des Juifs qui ont été tués. Non, et en plus, il n'y a pas que des Juifs. Donc, il y a cette grande confusion, mais qui peut alimenter l'antisémitisme, mais qu'Israël joue à fond, quoi. C'est-à-dire, quand ça les arrange, ils font la différence entre Juifs et Israéliens, et puis quand ça ne les arrange pas, ils disent mais regardez, les manifestations de soutien aux Palestiniens, c'est des manifestations anti-juives, etc. Oui, et puis justement, c'est un amalgame qui est aussi nourri par le fait d'avoir aussi des personnes qui autoproclamées ou pas, qui parlent en tout cas, qui s'autoproclament porte-parole d'une communauté imaginaire aussi, là aussi juive, qui vont se positionner aussi sur justement Israël, qui vont exprimer leur solidarité avec Israël. Et ça aussi, c'est problématique du coup, parce que à la fois, justement, on reproche à juste titre un amalgame entre juifs et israéliens qui va nourrir l'antisémitisme ici, mais en même temps, si depuis ici, on va systématiquement se positionner par rapport à la politique israélienne, ça n'aide pas non plus à faire la distinction. Non, et en plus, moi, une des choses qui me semble le plus importante qui s'est développée depuis le 7 octobre, c'est la mobilisation d'une partie de la communauté juive américaine. Récemment, il y a quelques jours, il y a eu un sondage. 1/3 des juifs américains pensent qu'Israël commet un génocide. 60% pensent qu'ils commettent des crimes de guerre. Or ça, c'est complètement barré parce qu'on veut donner l'impression qu'il y a une identification totale des juifs dans le monde à Israël. Et je trouve que c'est dommage que... j'avais lu aussi qu'en Allemagne, sur les 250... inculpation de gens pour apologie du terrorisme, etc., il y en avait 1/3 de juifs. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire, parce que ça permet de clarifier les choses par rapport à cette question de juifs et israéliens. Je peux ajouter quelque chose. Oui, juste je signale, parce que je suis là aussi pour faire le service après-vente d'Orient 21, que sur la question des nationalités et des citoyennetés, nous avons publié un Va comprendre sur Orient 21, justement, qui explique les différentes nuances. Et concernant ce qui se passe en Allemagne, je renvoie aussi à l'enquête que nous avons publiée lundi dernier sur justement l'extrême droite allemande à l'heure du génocide à Gaza, et où il y a notamment des témoignages justement d'Allemands juifs qui disent notamment que parfois les Allemands se considèrent plus juifs que les juifs. Mosna. Je voulais ajouter quelque chose sur les Palestiniens de 1948. C'est que même dans le programme scolaire, ils sont obligés d'utiliser le programme scolaire israélien. Et j'ai beaucoup d'amis qui me racontent qu'ils n'ont découvert la Nakba qu'à l'âge de 18 ans.
D'autres qui m'ont raconté que le prof, même s'il est palestinien, le prof, il n'a pas le droit de parler de la Nakba. Un de mes amis me raconte que le prof leur dit « Allez demander aux vieux dans la famille qu'est-ce qui s'est passé en 48 ». Donc, ils sont allés demander, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc ça, c'est pour les Palestiniens de 48, juste pour vous dire comment eux aussi sont occupés par tout ce système. Et puis, pour ce qui est juif et israélien, moi, ce qui m'a choqué, Alain, en fait, c'est... OK, Israël fait ça, mais le problème, c'est que la France fait ça. Moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est que j'étais au Chambon-sur-Lignon, donc il y avait un musée. On est allé voir, parce que c'est là-bas où ils ont sauvé les enfants juifs, qui est une très belle histoire franco-française, mais qui, à chaque occasion, c'est l'ambassadeur d'Israël qui vient, ou bien c'est quelqu'un du gouvernement israélien, et je me dis, mais pourquoi on mêle ces gens avec l'histoire juive en France ? C'est ça qui est le plus choquant, c'est que Israël le fait parce que Israël, voilà, c'est Israël, elle a un projet, c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. Mais pourquoi la France suit ce rythme et fait cet amalgame? Oui, et d'ailleurs, on a vu, c'était lors de la première année du premier mandat d'Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron qui invite, donc lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, donc le coup, un acte antisémite franco-français, c'est la police française qui a déporté des Français juifs et qui invite donc Benyamin Netanyahou à cette cérémonie. Je rappelle pour les gens qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions à nos invités. Peut-être revenir un peu plus à l'actualité. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Nissa, qui parlait des sondages par rapport en réaction à la reconnaissance de l'État palestinien. Donc il y a eu donc cette reconnaissance notamment qui a fait grand bruit en France par Emmanuel Macron dans le cadre d'un plan franco-saoudien. Là aussi, on en avait parlé sur En 21 via un article de Raphaël Maison. Et puis il y a eu le plan Trump. Alors on pourra y revenir si vous souhaitez, mais le point sur lequel je voulais revenir, c'est on a l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'on nous donne aujourd'hui, c'est que tout se joue entre Washington et Tel Aviv et que les Européens ou la France ont très peu de marge de manœuvre dans ce qui se joue. Est-ce que peut-être, Alain, tu pourrais revenir là-dessus sur... Quelles sont les marges de manœuvre réelles, en fait, aujourd'hui, par rapport à ce qui se joue à Gaza, au niveau européen, mais aussi français, en fait? Je voudrais faire une petite remarque à propos de la manière dont on parle de la Palestine aujourd'hui, après le 7 octobre. Je dis, il faut rappeler que le 6 octobre 2023, plus personne ne parlait de la Palestine. Qu'aujourd'hui, tout le monde dit la solution à ces deux États, on s'est toujours battu pour, etc. Ça faisait des années que l'Europe et la France ne faisaient rien pour la solution à deux États. Et je crois que c'est important. Et un des effets positifs de ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est que la question palestinienne est vraiment revenue au centre du débat politique, diplomatique, etc. Même si après, il y a toujours cette tentative de faire que la question palestinienne soit réglée sans les Palestiniens. Mais ça me semble très important. Maintenant, sur la position française, moi, je dirais, tant mieux qu'ils reconnaissent l'État palestinien, parce que ça rentre dans l'idée qu'il faut quand même prendre en compte les Palestiniens, mais face à ce qui se passe sur le terrain, ça n'a aucun poids. Et non, c'est-à-dire ça n'a aucun poids parce que ça n'arrête pas le génocide, ça n'arrête pas les massacres. Et pire que ça crée une espèce de sentiment, on a fait déjà notre travail. La France a déjà joué son rôle, l'Europe a déjà fait son rôle, a déjà joué son rôle, et il n'y a plus rien à faire. Et maintenant, la balle, elle est dans le camp du Hamas ou dans le camp des Palestiniens, etc. Alors que ce n'est pas ça du tout. Je veux dire, au-delà même du fait d'arrêter le génocide, moi, j'ai toujours envie de demander à un responsable français qui dit la solution à deux États, je dis, OK, comment vous allez faire pour l'appliquer? Ça fait 50 ans, ça fait 20 ans que le Conseil de sécurité a dit qu'il fallait une solution à deux États. Depuis, la colonisation a augmenté. Est-ce que la France a fait quelque chose pour arrêter la colonisation, à part des déclarations? Moi, j'ai fait un jour un post sur
572e condamnation par la France de la construction de colonies en Cisjordanie. Mais comment ça se traduit ? Ça se traduit par plus de relations avec Israël, des relations sécuritaires, des relations militaires, des relations économiques qui permettent à Israël de poursuivre cette politique de colonisation. Donc il y a dans cette attitude de l'Europe une espèce de démission et puis de soumission aux États-Unis et à Israël aussi. Et si je peux rajouter la reconnaissance par Macron, c'est comme si on tirait sur quelqu'un et du sang commençait à sortir, on le ramenait à, vous savez, le petit pincement des enfants pour arrêter le sang, c'est exactement comme ça. Et Insa Frezaghi, qui est juriste et membre de Yahani, parle énormément de cette reconnaissance parce que non seulement ce n'est rien face à ce génocide, mais aussi c'est encore une fois la vision coloniale de la France, du fait que, encore une fois, on peut décider sans les Palestiniens, le peuple colonisé, qui doit dire quelle solution convient le mieux et qui doit dire comment le faire. Et encore une fois, il y a la France, mais d'autres États dans le monde qui arrivent et qui disent c'est comme ça qu'on doit le faire et c'est comme ça que ça va être, sans, comme ça a été dit, sans vraiment proposer comment le faire. Et c'est vraiment cette perception coloniale de la solution au conflit, entre guillemets, israélo-palestinien. Et ce n'est pas pour rien que la France ne compte pas aujourd'hui. Trump, il a dit ce que Macron dit. Peu importe ce que Macron dit, c'est tout simplement parce que la France et l'Union européenne n'ont pas fait ce qu'ils peuvent faire pour justement arrêter le génocide ou même, même faire peur à Israël. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est la première collaboratrice économique avec Israël. Donc, c'est pas les États-Unis. Et si je peux faire aussi la pub pour Yahani, on vient de publier un article sur les conséquences possibles des sanctions et commerciales. Et on voit très clairement que les sanctions commerciales, si les États-Unis annoncent des sanctions commerciales, ça peut influencer pas vraiment, un tout petit peu sur l'économie israélienne, mais des réelles sanctions de l'Union européenne peuvent tout changer et ça peut aussi influencer d'autres États, etc. Donc ce n'est pas pour rien que la France compte pas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la France et les Européens, tout en sont prétendant les gardiens de droits de l'homme, n'ont rien fait depuis le 7 octobre pour arrêter ce génocide. 35% des exportations israéliennes sont destinées à l'Union européenne. Mosna, sur la reconnaissance. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment l'Occident qui se shoote de la morphine depuis Oslo, depuis les accords d'Oslo. La solution à deux États, on l'entend depuis Oslo, on voit très bien le résultat d'Oslo. C'est comme une drogue lente. Est-ce que tu peux expliquer Oslo ? Parce qu'encore une fois, non mais c'est important. Les accords d'Oslo. Expliquez ce que c'est les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est la fameuse arnaque. Oui, c'est ça. Non, c'est l'image de Yasser Arafat avec Rabin et Clinton. À la Maison Blanche, c'était le début de quelque chose où on pensait que ça pouvait vraiment mener à deux États et c'était en fait un accord qui était une fausse paix en fait, parce que sur le terrain et déjà l'accord lui-même, si on le lit, moi je l'avais lu quelques années après parce que j'y croyais au début, mais après je me suis dit je vais le lire. C'est important de le dire. Beaucoup de gens y croyaient au début. On y croyait vraiment, oui. Notamment pour la portée symbolique, parce que les Palestiniens allaient rentrer chez eux. Ça a permis notamment à l'OLP de rentrer en Palestine. Bien sûr, l'OLP, donc Arafat qui rentre à Gaza et Jéricho, à Oualan, c'était Gaza et Jéricho d'abord. Et on a pensé que petit à petit, mais en fait, c'est Oslo qui a créé tous les checkpoints. Il y avait 100 000 colons à l'époque. Maintenant, on en est à presque 800 000 en Cisjordanie seulement, même pas à Jérusalem. Et donc, en fait, c'est là où les Européens ne disaient rien. C'est comme dit Alain, 570e condamnation, très gentil, mais après, on fait quoi ? Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, Oslo a complètement
changer la donne sur le terrain. Et bien avant, il faut le préciser aussi, parce qu'il y a le mythe de oui, parce que les extrémistes ont tué Yitzhak Rabin, c'était bien avant, enfin la colonisation, même avant l'assassinat bien d'Yitzhak avant, Rabin. et Rabin, il ne faut pas croire, Rabin Voilà. avait dit à plusieurs reprises, il n'y aura jamais d'État palestinien. Ça, on ne le dit pas. On a toujours l'impression que c'est Netanyahou le problème, c'est l'extrême droite. Mais non, mais en fait, c'est tout le projet sioniste qui fait qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Et ça, Arafat l'a compris quand il a eu les tanks chez lui dans la Mokata en 2001-2002. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une drogue lente, et la reconnaissance, c'est... comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour la bonne conscience des Européens, mais c'est aussi, je pense, pour apaiser la rue et pour qu'il n'y ait plus de manifestations, que voilà, on a fait quelque chose. Donc arrêtez de sortir. Moi, au moins, j'ai fait quelque chose. Mais ce qui est fascinant depuis le 7 octobre, c'est que effectivement, la Palestine est revenue sur la table, mais il y a aussi un autre sujet qui me paraît vraiment intéressant, c'est qu'à nous, Européens, on ne peut rien faire. C'est les Américains. Tout est entre les mains des États-Unis, alors que c'est pas vrai. Et les gens y croient vraiment, même des experts qui passent à la télé et qui parlent bien sûr en notre nom, nous les Palestiniens, et qui disent mais oui, mais la France ne peut rien faire, hein, c'est Trump. Alors qu'en fait, non. Donc, on vous fait croire qu'on ne peut rien faire alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que la France et l'Europe se sont désarmées depuis des années. C'est-à-dire, y compris à travers les accords de libre-échange, la mondialisation, etc. On a affaibli la capacité des États à agir et la capacité de l'Europe. Je voulais rajouter une chose sur Oslo. Il faut quand même se rappeler la date, parce que c'est vrai qu'il y a eu des illusions, mais c'est vrai qu'on était... La fin de la guerre froide, la fin de l'Union soviétique, ont réglé les... Septembre 93, hein, donc on rappelle. Ouais. Oui, septembre. Ont réglé l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est terminé. La guerre Irak et Koweït. Enfin, il y a eu plein de choses qui faisaient que il y a eu la croyance qu'il pourrait y avoir une dynamique. Un des problèmes, à mon avis, de la dynamique, l'accord, moi je l'avais lu dès le début et il était très mauvais, mais il y avait l'idée que peut-être une dynamique se créerait. Le problème, c'est que dans les négociations aussi entre Israéliens et Palestiniens, dès qu'il y avait un problème, les Américains et les Européens faisaient pression sur qui ? Sur la partie la plus faible. Et donc, ils ont poussé l'OLP à faire des compromis dont le pire est peut-être celui sur la ville d'Hébron, où 500 fous, colons complètement extrémistes, des fascistes religieux, ont imposé à la moitié de la population un régime militaire. Donc voilà, ça aussi, ça a joué. Et je pense que c'est parce que, d'une certaine manière, les Européens et les Occidentaux n'ont jamais compris le problème palestinien. Ils ont pensé que c'était un problème technique qu'on pouvait régler de manière technique et qu'on trouverait une solution simplement parce que les Palestiniens étaient tellement faibles qu'ils finiraient par accepter une solution, je veux dire, une solution qui leur était défavorable. Peut-être ils n'ont jamais compris, mais parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que si on comprend réellement, on comprend que c'est un conflit colonial. Et si on avoue que c'est un conflit colonial, on doit avouer aussi que ce qui s'est passé en Algérie, ça ressemble un peu à la Palestine. Et ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une situation coloniale, etc. Donc, ça veut dire admettre que le soutien à Israël est problématique et admettre tout simplement que l'État israélien est un État colonial, c'est aussi admettre sur ses propres torts. Et du coup, il y a cette idée, on ne voit pas ce qui se passe, on pense que tout a commencé le 7 octobre, on pense que tout va être réglé s'il y aura la solution à 2 États, pour ne pas admettre aussi ses propres crimes coloniaux qui sont pas que du passé. Oui, c'est le refus de se regarder dans la glace, en fait, se regarder dans le miroir. Et justement, la situation palestinienne tend ce miroir aux Occidentaux. On a 2 questions dans le chat. La première de Michel 2600. Quel est le poids réel du CRIF dans la communauté juive de France ? Pour moi, déjà, il y a 2 questions dans la question. Est-ce qu'il y a une communauté juive en France ? Et quel est le poids réel du CRIF, du coup, au sein de cette communauté ? Qui veut se lancer ? Moi, je dirais, il y a beaucoup de gens qui pensent, y compris parmi les gens qui soutiennent les Palestiniens, que le CRIF est
l'organisation la plus puissante, que c'est elle qui est derrière le gouvernement français, etc. Je pense que c'est une appréciation totalement fausse. C'est-à-dire que le CRIF a beaucoup moins de poids que n'ont les organisations juives américaines, par exemple. Il joue le rôle de lobby, mais ce qui fait le soutien à Israël, c'est l'ensemble des forces politiques françaises. C'est la manière dont les gaullistes, par exemple, il faut rappeler que les républicains, l'héritage gaulliste, se sont totalement alignés sur la politique israélienne. Pour savoir qu'est-ce que ça représente, c'est très difficile, puisqu'il n'y a pas de... Moi, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y a 500 ou 600 000 juifs en France. Personne ne le sait parce qu'il n'y a pas de statistiques ethnico-religieuses. Mais je pense qu'il y a une sous-estimation en France, dans les médias, en tous les cas, de la diversité justement de la communauté juive. Et on accorde souvent très peu de poids aux voix dissidentes de cette communauté. Elles ne sont peut-être pas aussi fortes qu'aux États-Unis, pour des raisons qu'on peut voir. Mais elles existent et on a un peu toujours, on fait parler un peu toujours les mêmes, donc on a l'impression d'une communauté unie derrière Israël. Je pense qu'il y a une partie des Juifs, c'est vrai aux États-Unis, qui veulent plus rien avoir à faire avec Israël, ni en positif ni en négatif. Je veux dire, c'est pas une partie de leur identité. Mais pour d'autres, c'est vrai, pour même des gens qui ne sont pas religieux ou même pour des raisons historiques, etc. Ils ont un rapport avec ils se sentent en rapport avec Israël. Je voudrais dire une chose qui me semble aussi importante. Sur les gens qui croient que le CRIF dirige la France, je pense qu'il y a deux types. Il y a les vrais antisémites et il y a les philosémites. C'est-à-dire, moi, je suis frappé. Je pense que dans nos dirigeants, une des raisons du soutien à Israël, c'est l'idée, vous savez, les Juifs sont partout, ils contrôlent tout, etc. Il vaut mieux ne pas se les mettre à dos. Et réellement, c'est quelque chose d'inquiétant parce que ça repose sur aucune réalité et ça repose aussi sur l'idée d'une communauté unifiée, ce qu'elle n'est pas. Je peux ajouter, oui. Sarah, je pense qu'en France, on manque de Mersheimer. Parce qu'aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite sur les lobbies sionistes ou juifs ou israéliens. Et c'était vraiment... C'est pas la même chose, hein, sioniste ou juif, du coup. Enfin, oui. C'est les mais lobbies je veux dire, il n'y a pas d'étude réelle en France qui a été faite et on a tendance à parler comme on veut. Mais c'est vrai que quand on voit que le CRIF, tous les présidents de la République et tous les gens du gouvernement sont invités au dîner et qu'ils partent et qu'ils soutiennent Israël, c'est sûr qu'il y a quand même un certain point de vue qui est commun. Mais ce qui est intéressant sur les dîners du CRIF, quand même, il faut le rappeler, parce que c'est une institution récente et qu'elle est parallèle aux accords d'Oslo. C'est que dans les premiers dîners du CRIF, il y avait les Shahid et les représentants palestiniens qui étaient là, il y avait toutes les forces politiques, il y avait cette idée, cette illusion. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en un dîner de soutien inconditionnel à Israël et de mise en cause du gouvernement français. Je veux dire, si on pense à un moment qu'il y aurait une communauté musulmane qui s'organise et qui, dans des repas annuels, mettait en accusation la politique de la France, etc., on imagine les réactions des médias à ça. Des médias et sans doute des politiques. Mais là, il y a une espèce d'acceptation de ce poids absolument démesuré que prennent ces institutions communautaires chez des gens qui dénoncent le communautarisme quand il s'agit des communautarismes musulmans, évidemment. Deuxième question de Alto 4xZ. Quel est le poids des autres partis au sein de la coalition palestinienne ? Alors, je ne sais pas si en parlant de coalition palestinienne, pas de l'OLP ou en général dans la classe politique palestinienne, et notamment le FPLP, donc le Front pour la libération de la Palestine, le Front populaire de la libération de la Palestine. Il n'y a pas vraiment de poids, pour être vraiment honnête. c'est plus comme dans les années 70 ou même 80. Donc le FPLP qui est une organisation de gauche, en fait. Oui, voilà, pour situer un peu. Oui. Peut-être expliquer un peu les différences entre OLP, Autorité palestinienne. Oui. Voilà. L'OLP, en fait, regroupe normalement tous les partis politiques, sauf le Hamas et le djihad islamique. Je pense que
beaucoup de Palestiniens maintenant appellent pour que ces organisations fassent partie de l'OLP pour représenter tous les Palestiniens, parce que l'Organisation de libération de la Palestine est supposée représenter tous les Palestiniens. L'autorité palestinienne, c'est un résultat de Oslo, et c'est normalement une organisation qui doit juste gérer le quotidien des Palestiniens, donc tout ce qui est ministère, etc. Bien sûr, à l'intérieur des ghettos, il ne faut pas croire non plus que c'est une autorité qui a de l'autorité. Mais c'est vrai qu'après c'est une Oslo, autorité qui est mise en cause et souvent accusée par les Palestiniens eux-mêmes d'être collaboratrice, en fait, de collaborer avec les services de sécurité israéliens. Parce que l'un des éléments principaux de Oslo, des accords d'Oslo, c'est la sécurité. C'est comment l'autorité palestinienne doit gérer la sécurité avec les forces d'occupation israéliennes. Le budget de l'autorité palestinienne en termes de sécurité, il est à plus que 25%, alors que l'agriculture, elle est à 2%. Et ça, c'était imposé par les accords d'Oslo. C'était imposé parce que les accords d'Oslo, ça voulait dire qu'on a construit des institutions, mais financées par l'étranger, surtout l'Union européenne. Et la seule chose qu'on a exigée de l'autorité palestinienne, c'est ni le respect de la démocratie, ni le respect du pluralisme, ni la lutte contre la corruption, c'est la sécurité. Avec Israël, et donc, on exactement. a effectivement Et c'est massivement... pas la sécurité des Palestiniens, Ouais. c'est la sécurité d'Israël. Donc, c'est ça le problème de Oslo, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accusations, bien sûr, de la population. Et c'est pour ça que le Hamas a gagné pendant les élections de 2006, parce que les gens ont vu ce que Oslo nous a amené, ce que voulaient dire les négociations, ce que voulait dire coopérer en termes de sécurité avec les Israéliens, et qui voulait que les Palestiniens fassent cet élection démocratique en Palestine. C'était l'Union européenne, justement. Une fois qu'on l'avait faite, que les gens ont voté pour le Hamas, ils ont boycotté. Pendant Parce qu'ils un ont an mal et demi, voté. Voilà, ils ont mal voté. Donc pendant 1 an et demi, les Palestiniens qui travaillaient dans l'autorité palestinienne n'étaient pas payés. Il n'y avait plus de salaire. Ouais. C'était c'était vraiment la punition collective, exactement comme fait Israël aux Il Palestiniens. faut dire un mot sur ces élections de 2006, je crois, qui ont Oui. été gagnées par le Hamas. Parce que c'est un argument qui revient aujourd'hui. La société palestinienne se serait islamisée, etc. En fait, les résultats des élections de 2006, c'est le résultat de l'échec des accords d'Oslo. Exactement. La seule force qui s'était opposée aux accords d'Oslo, c'est le Hamas. Il y a un parti qui, depuis 10 ans, disait on va avoir un État palestinien. En 2005-2006, il est évident qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Donc la force d'opposition gagne. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le discours du Hamas à l'époque, d'abord, il participe aux élections, ce qui est une manière d'avaliser une partie des accords d'Oslo. Exactement. Ensuite, il mène il ne s'oppose pas à la solution des 2 États. Il mène et donc, il gagne les élections. Et au lieu de se saisir... Il y a eu un gouvernement d'union nationale, il faut le rappeler, qui aurait permis justement d'avoir un interlocuteur palestinien unique. Les Américains et Israël a tout fait pour casser ce gouvernement, casser cette union nationale. Ouais. Une question avant j'avais envie de poser la même question à Nitzan sur un peu l'état des lieux des partis politiques aussi en Israël, pour qu'on ait une idée plus exhaustive sur la classe politique israélienne. Cette idée qui revient souvent pour en fait discréditer ou pour marquer une certaine distance, notamment chez des personnes qui sont solidaires des Palestiniens, donc en se distanciant du Hamas, en disant que le Hamas est une création israélienne. Est-ce qu'on peut revenir en fait sur cette idée que le Hamas a été créé et financé par les Israéliens? Alors, Moi, je vais dire, c'est presque avant le Hamas. Moi, j'ai les souvenirs des premières visites que j'ai faites en Cisjordanie et à Gaza. Donc, avant les accords d'Oslo, c'était l'occupation. Et il y avait 2 tendances dans le mouvement national palestinien, l'OLP et les frères musulmans. Et le discours des frères musulmans jusqu'à la seconde intifada, jusqu'à la première intifada, pardon. Donc c'est 87, la première intifada. Donc, pardon. J'ai dit 87 parce que les gens n'ont pas les dates en tête. Oui, oui. En 87, jusqu'à la première. C'est de dire, moi j'ai rencontré des dirigeants de frères, ils me disaient, on a perdu, on est occupé, on n'aime pas les Israéliens, mais la tâche aujourd'hui, ce n'est pas l'occupation, ce n'est pas de lutter contre l'occupation, c'est de devenir de bons musulmans.
Et ils ont été aidés effectivement par les Israéliens, non pas par un truc machiavélique, mais l'idée il fallait combattre l'OLP et donc diviser. Et puis quand en 87-88, sous la pression de sa propre base, les frères ont créé le Hamas, à ce moment ça a changé. Et puis après, au moment de la division entre Gaza et la Cisjordanie, le calcul de Netanyahou, c'était pas nous allons aider le Hamas parce qu'il y a une convergence avec eux, ils savent très bien qu'il n'y en avait pas, c'était de dire, en fait, ce que nous voulons, c'est la division. Pour que la division perdure, il faut que le pouvoir du Hamas perdure. Pour qu'il perdure, il faut que nous permettions qu'il arrive une aide économique pour la vie quotidienne. Et puis, de temps en temps, il faut, j'utilise comment ils disent, nettoyer le gaz. Tondre le gazon, tondre la pelouse. De temps en temps, on fait une opération militaire assez forte, de manière à, parce qu'on sait que le Hamas s'arme, etc., pour les casser. Voilà, c'est une politique à courte vue, mais je veux dire, l'idée que c'est une création d'Israël est absurde. C'est un mouvement, Hamas, qui est implanté dans la société palestinienne, et malgré toutes les défaites et les coups qu'il a perdus, il ne va pas disparaître de la société palestinienne, parce que Trump a décidé ça, ou Emmanuel Macron pense que le Hamas, c'est pas bien. Nissan, du coup, un peu dans la même veine, peut-être une espèce de résumé de passage un peu sur les principales forces politiques aujourd'hui en Israël, parce qu'on parle beaucoup de Netanyahou, de son gouvernement d'extrême droite. S'il y a des élections demain, même si n'ont pas l'air, mais voilà, est-ce qu'il y a des alternatives? Et quelles sont les vraies différences entre les uns et les autres, entre les différents partis. Notamment, il y a Lapid qui est un peu présenté comme le concurrent direct de Netanyahou. À vrai dire, Lapid, on parle plus beaucoup de lui. On parle plutôt de Bennett, mais avec donc encore une fois, je reprends l'idée que depuis le 7 octobre, c'est plutôt une radicalisation. Et du coup, avec cette radicalisation, vraiment, aujourd'hui, mais tous les partis politiques de l'opposition et du gouvernement se ressemblent tous. Il y a quelques fractures en ce qui concerne, encore une fois, la libération des otages, les procès de corruption de Netanyahou, les ultra-orthodoxes, mais sinon, c'est très difficile de le comprendre. Sur les ultra-orthodoxes, est-ce que tu peux expliquer sur le service militaire? Oui, alors les ultra-orthodoxes, depuis la fondation de l'État, ne font pas le service militaire. Eux étudient la Torah et sont financés, mais vraiment en partie par l'État. Ils sont vraiment détestés par énormément d'Israéliens avec un discours quasi antisémite contre les ultra-orthodoxes. C'est quand même incroyable. Et cette haine vers les ultra-orthodoxes crée presque, si je peux dire, le centre politique israélien et aussi crée cette coalition très, très bizarre qu'on a vu en juin 2021 apparaître. Donc, Naftali Bennett, qui est Premier ministre de l'extrême droite, qui était chef du Conseil des colons, qui crée une coalition avec deux partis du centre, un parti de l'extrême droite, Israël Beitenu, un parti de gauche, le Parti travailliste, et un parti qui est même plus de gauche, Meretz. Et tout ça, c'est la haine envers Netanyahou, bien sûr, mais aussi l'idée de forcer les ultra-orthodoxes à faire le service militaire, et du coup, au nom de l'égalité, bien sûr, entre juifs. Mais c'est très difficile de comprendre pourquoi pourquoi la scène politique israélienne se ressemble autant si on ne comprend pas l'idée que j'essaie de développer du spectre sioniste, qui veut dire que tous les groupes sionistes, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, partagent trois éléments idéologiques communs, à savoir nationaliste, religieux et colonial. Nationaliste, tous les groupes sionistes considèrent que l'État d'Israël doit être un État juif, avec une majorité juive, où les juifs ont des privilèges et l'État doit tout faire pour préserver cette majorité. Après, l'élément religieux, même le groupe le plus séculier, le groupe sioniste le plus séculier, va utiliser la Bible comme preuve que le peuple juif est revenu sur sa terre.
et l'élément colonial qui découle de cet élément religieux qui veut dire installer des centaines de personnes, puis des millions de personnes sur une terre où il y a déjà un peuple autochtone. Et d'ailleurs, tous les penseurs sionistes, de gauche comme de droite, donc vraiment avec l'apparition du mouvement sioniste, parle très ouvertement de colonialisme. C'est juste qu'à l'époque, c'était très légitime parler de colonialisme. Et ils ont assumé, mais ils savaient aussi Jabotinsky, qui était un penseur d'un courant de droite, sioniste de droite, très nationaliste, très militariste, dit que c'est vraiment que c'est un acte problématique. Dit que c'est problématique de venir sur une terre où il y a déjà un peuple autochtone. Il appelle les Palestiniens le peuple autochtone. Mais il dit, si vous justifiez... Ça, on parle dans les années 20, donc... oui, c'est ça, pardon, les années, vraiment les années 20. Et il dit, mais si vous considérez que la fondation de l'État juif est justifiée, vous devez justifier aussi cet acte. Et du coup, le fait que tous les groupes sionistes doivent être placés sur un spectre et partagent ces mêmes éléments idéologiques fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a très, très peu de fractures au sein entre l'opposition et le gouvernement. Je parle encore une fois des groupes sionistes. Je ne parle pas de quelques partis palestiniens qui représentent aujourd'hui 10 sièges au Parlement. Je parle uniquement des groupes sionistes. Et en ce qui concerne la question palestinienne, il n'y a tout simplement pas de fracture. Aujourd'hui, le nouveau leader de la gauche sioniste, qui en 2016, en tant que militaire, a dit qu'il remarque qu'il y a les mêmes phénomènes en Israël qu'en Allemagne nazie en 1933, donc Yair Golan. Aujourd'hui, dit Israël ne commet pas de crimes de guerre à Gaza. Donc, on a beaucoup cité ce qu'il a dit. Oui, Israël tue des enfants comme un hobby, mais 12 heures plus tard, il va sur la chaîne la plus regardée en Israël, la chaîne 12, et dit Israël ne commet pas de crimes de guerre à Gaza. Et il dit aussi, par rapport à la reconnaissance d'un État palestinien, que c'est un danger pour l'État d'Israël. Donc, au sein de la scène politique, l'opposition parle quasiment comme le gouvernement en ce qui concerne les Palestiniens. Et c'est ça le plus important de comprendre. Après, bien sûr que le discours occidental voudra penser à des opposants comme si demain, si Netanyahou part, tout va changer. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Les partis du centre ont voté avec le gouvernement. Donc, les partis de l'opposition ont voté avec le gouvernement contre une reconnaissance future d'un État palestinien. Peu importe, gouvernement de gauche ou de droite, ça on sait depuis 1948, il y avait les mêmes politiques coloniales, il y avait une colonisation de la Cisjordanie, il y avait ce racisme très très profond au sein même des frontières de l'État d'Israël. Donc, c'est-à-dire, c'est très important de comprendre qu'il s'agit tout simplement d'un mythe d'une possible opposition aujourd'hui, mais aussi dans le passé. Pour répondre à la remarque de Stalf qui parlait de vérité sur un conflit, je crois qu'il y a une réédition depuis 2007 quand même. C'est gentil de dire que c'est Israël-Palestine, vérité sur un conflit, lui a permis de comprendre. De tout comprendre. Mais en fait, il y a eu plusieurs mises à jour, mais la dernière date d'après le 7 octobre. Mais c'est l'année dernière, je crois. C'était un peu d'autopublicité. Pour revenir, il y a eu cette phrase extraordinaire donc, par rapport au plan Trump dont on vient de parler, qui était de dire si le Hamas accepte le plan, si le Hamas refuse, c'est la fin des Palestiniens, et si le Hamas accepte, c'est la fin de la Palestine, par rapport justement à ce plan qui a été proposé. Peut-être, Mosna, si on peut en parler, justement, il y a la dimension coloniale, en fait, dont on relevait tout à l'heure, dans la mesure où ça se règle. On en discute à Washington sans les Palestiniens, mais en plus, qu'est-ce qui est aujourd'hui sur la table? Parce que là, aujourd'hui, il y a de vraies négociations en cours, indirectes, en Égypte, et on attend, en fait, quelle va être la décision du Hamas. Oui, je pense que ce plan, c'est la continuation d'Oslo. Mais c'est Oslo en beaucoup plus vulgaire, encore. C'est pire que Oslo. Parce que là, il n'y a même pas les Palestiniens, comme tu as dit.
Et puis, c'est une tutelle, en fait. Et les Palestiniens doivent toujours prouver qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors, Oslo, prouvez-nous que vous pouvez faire un État. Vous l'aurez peut-être en 1999. Donc, c'était supposé être en 1999, l'État palestinien. Maintenant, c'est prouvez-nous que vous pouvez... je sais pas, que vous pouvez respirer peut-être pour qu'on vous laisse respirer, en fait. Je sais pas, c'est hallucinant comment on va et on n'a toujours pas compris de l'histoire que ça ne pourra jamais marcher, que le problème, ce n'est pas le Hamas, que le Hamas, c'est le résultat de l'occupation, que la résistance va continuer, qu'il ne faut pas croire que même si le Hamas n'a plus d'armes aujourd'hui, le fait de désarmer les Palestiniens, toujours demander qu'il faut que le Palestinien soit désarmé et jamais Israël, qui est la plus grande armée de la région. Et en fait, on n'a toujours pas compris que ça ne marchera pas. On l'a déjà essayé et on essaye d'étrangler les Palestiniens encore plus et encore plus. Et moi, je pense que ce plan ne va pas marcher, que vraiment ce qu'on peut avoir de ce plan, d'ailleurs, depuis ce qu'on a annoncé, depuis que Trump l'a annoncé, il y a plus de 100 Palestiniens tués, les bombardements continuent à Gaza, en Cisjordanie. Aujourd'hui, on a vu des images de Ramallah qui étaient incroyables, comment ils ont arrêté des gens, ils les ont déshabillés. Je veux dire, c'est exactement comme au Liban. Je veux dire, tous les jours, c'est des bombardements au Liban et c'est un cessez-le-feu, supposé être un cessez-le-feu. Et encore une fois, tout ça, c'est exactement ce que Oslo a fait. C'est qu'on a l'impression que ça va s'arrêter et que les gens ne sortent plus dans la rue, ils se disent, bon, ça se calme. Les médias sont complices parce qu'ils sont aussi en train de ne pas relayer ce qui se passe. Et encore une fois, c'est tout un establishment qui est en marche, un establishment colonial. Et ce n'est pas que le gouvernement, je pense, c'est tout l'establishment avec les médias principaux, bien sûr, qui veulent qualifier que c'est un temps de calme. Parce qu'avant le 7 octobre, on ne parlait pas de la Palestine. C'était, pour tout le monde, c'était calme. Alors que ce n'était pas calme avant. C'est calme quand on tue les Palestiniens seulement. Exactement. Le calme des cimetières. Juste avant que tu enchaînes, Alain, j'aimerais juste demander à Chéra Denin de préciser sa question quand il ou elle dit « La pression immobilière en Israël est-elle instrumentalisée pour générer des discours haineux ?» Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là ? Oui, deux choses. Ce qui est en jeu, à mon avis, d'abord, je trouve que la réponse du Hamas est assez intelligente dans la situation actuelle et que l'objectif essentiel, c'est d'arrêter le génocide. Génocide au sens de ce qui se passe depuis 2 ans. Oui, voilà. Les bombardements quotidiens. Et ça, etc. Je ne sais pas, peut-être que c'est un objectif possible, je ne sais pas. Je voudrais rajouter quelque chose sur la violence. Quelques jours après le 7 octobre, le New York Times a proposé un portrait d'un des apôtres de la non-violence en Cisjordanie, très connu. Je ne sais pas quel était son nom. Il était en prison. Pourquoi ? Parce qu'il avait levé un drapeau palestinien. En fait, il n'y a pas de possibilité de résistance non violente. Vous descendez dans la rue, vous manifestez, on vous tire dessus. Je crois que c'est très important à comprendre. On peut dénoncer la violence en disant mais c'est pas bien, pourquoi ils utilisent. Mais je veux dire, on n'est pas dans une situation où les gens ont la possibilité de se mobiliser de manière non violente. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et que la violence, elle est avant tout... Je cite toujours Mandela, il disait le choix de la violence, c'est toujours le choix du dominateur. C'est lui qui décide quelle forme d'action peuvent prendre les dominés. S'il y a des possibilités d'action non violente, oui, mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, puis on se souvient d'ailleurs des marches du retour en 2018 où il y avait, les Palestiniens de Gaza d'ailleurs, ont marché vers la frontière avec Israël. Ils ont juste marché et ils se sont fait tirer littéralement comme des lapins en fait, et ils étaient visés au niveau de leurs genoux, de leurs articulations. Il y a eu plus de 200 morts et des dizaines et des dizaines de handicapés. Je voudrais ajouter juste un exemple pour que les gens comprennent un peu c'est quoi l'occupation, parce que en fait c'est même pas une question d'aller jeter des pierres ou de même manifester. C'est le simple fait d'exister et d'être sur cette terre. C'est vraiment, on est une menace démographique pour le projet sioniste. Et je vous donne un exemple. J'ai une amie qui étudiait à l'université américaine de Beyrouth. Elle est de la Cisjordanie, palestinienne. Et donc, elle est venue pendant des vacances. Elle est revenue en Palestine.
et elle a la carte de Ramallah. Et en fait, comme elle est chrétienne, ils lui ont donné un permis. Parce que parfois, pendant les fêtes religieuses des chrétiens, ils donnent des permis pour aller à Jérusalem. Donc, elle voulait aller à Jérusalem. Et c'est une fille très, parce qu'on précise que le passage de la Cisjordanie à Jérusalem n'est pas systématique pour les Palestiniens. Voilà. Il faut un permis, et le permis, c'est daté avec des horaires, etc. Voilà, si Jérusalem est un territoire occupé. Elle y va, elle se met sur le checkpoint, bien sûr, il y a une queue longue, et il y a un soldat israélien. Et cette fille n'a jamais manifesté. Elle n'aimait pas aller dans les manifs. C'est une fille très sérieuse qui veut juste travailler, finir ses études à Ayoubi, revenir tranquille. Elle venait jamais avec nous dans les manifestations. Et puis, elle est sur le checkpoint, et puis il y a un soldat israélien qui vient lui cracher sur la tête. Elle faisait rien, elle attendait. Hein. Et elle s'est énervée. Il y avait une chaise, et elle a pris une chaise, elle l'a tapée. C'était la fin, en fait. Ça, c'était vraiment la fin. Elle n'a rien fait. Hein. Elle a répondu au crachat. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amenée en prison. Elle a passé une nuit en prison. Ils ont demandé au père $20,000. Et ils lui ont dit, pour que ta fille sorte de prison, tu payes $20,000. Et quand elle sort, il faut qu'elle s'excuse avant de sortir devant le juge aux soldats. Elle a dû s'excuser parce que c'était le seul moyen de sortir de la prison. Donc non seulement payer, c'était aussi comment avoir de l'argent. Ils ont plein d'argent, des Palestiniens comme ça. Donc le père était obligé de payer. Elle s'est excusée et elle sort. Et elle veut aller retourner à Ayoubi au Liban. Ils lui disent, non, en fait, tu n'as pas le droit de voyager pendant 5 ans. Ça, c'est juste pour donner un exemple. C'est quelqu'un qui veut juste vivre et qui a eu un permis, qui est content d'aller à Jérusalem. C'est juste pour que les gens comprennent. Et c'est tous les jours des histoires comme ça. C'était impressionnant quand on habite là-bas. Tout le temps, quelqu'un a toujours une histoire à raconter. Et si ce n'est pas lui, c'est son voisin, c'est son cousin. Donc, c'est important de comprendre. Ce n'est pas une question de Hamas ou de violence ou d'attaque. Et enfin, sur la question démographique, ça explique aussi pourquoi la question des réfugiés et le droit au retour a toujours été problématique en fait pour les Israéliens, que ce soit au moment d'Oslo, ils ont refusé en fait d'intégrer cette question dans les accords, ou aujourd'hui avec l'UNRWA en fait et toutes les accusations contre donc l'agence pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Mais là sur la question démographique, je veux dire c'est-à-dire le sionisme a été un succès indéniable. C'est-à-dire, ils ont créé un État, cet État existe, il est fort, il est puissant, etc. Mais contrairement à d'autres expériences coloniales, ils n'ont pas été capables de se débarrasser des colonisés. Et donc, sur le territoire historique de la Palestine, il y a aujourd'hui autant de Juifs israéliens que de Palestiniens. Et ça, il y a deux solutions face à ça. Soit il y a une acceptation de cette réalité par Israël, et ça demande une révolution totale de la mentalité, soit il y a une situation d'apartheid et de tentatives d'expulsion variées, multiples, etc., pour rendre la vie impossible aux Palestiniens. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, on a une question en rapport de Shiradana, qui n'a pas développé sa question précédente, en rapport avec la colonisation, profiter de la détresse des gens et comment on se sert de cette dernière pour insérer une pseudo-légitimité. Vous avez en France, en Macron, les urgences. Ah, d'accord, oui, ok. Donc, est-ce que le fait de se servir, par exemple, de personnes, c'est-à-dire d'avoir un discours en France contre les immigrés, xénophobes, islamophobes, etc., en disant que c'est eux l'origine du problème, est-ce qu'on a ce type de discours en Israël ? Alors, la puissance coloniale est tellement forte que ça existe très peu parce que les Palestiniens sont effectivement dans des zones qui ne sont pas réservées aux Palestiniens, mais ils se concentrent dans des zones. Donc 90% des Palestiniens citoyens d'Israël vivent dans des zones purement palestiniennes, ce qui embête beaucoup. D'ailleurs, le gouvernement israélien qui veut, et je cite, judaïser ces zones, et 10% vivent dans des villes dites mixtes parce que la minorité palestinienne est un peu trop présente dans la ville. Et donc là, ils vivent aussi dans dans des quartiers. Je peux vous dire, je viens de Haïfa, et là, vraiment la possibilité de Juifs et d'un Palestinien de se retrouver, c'est au restaurant,
dans le garage, des choses comme ça. Le discours raciste, il va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin qu'en France, je trouve. Après, on peut trouver ce même discours en ce qui concerne les réfugiés qui viennent de l'Afrique, du Soudan, de l'Érythrée, qui sont très présents dans le sud de Tel Aviv. Et là, on trouve vraiment le même discours raciste classique. Je peux vous dire que ce discours était présent envers les Palestiniens de 48, notamment pendant les années 70 avec Kahan, du coup le rabbin Kahan qui a développé tout un mouvement dont le seul objectif c'est purifier la terre d'Israël des Palestiniens, des habitants non juifs. Et là, effectivement, il arrive à avoir de plus en plus d'affluence et de plus en plus de soutien en justement utilisant l'argument que les Arabes volent votre travail. Donc là, il parle vraiment aux juifs les plus discriminés, parce qu'il faut rappeler aussi que les juifs séfarades, donc ce qu'on appelle séfarades, les mizrahim qui viennent des pays... les juifs arabes, en fait. Les juifs arabes, exactement, sont très discriminés par le pouvoir ashkénaze et qui ont très peu de pouvoir, ont très peu de possibilités de travailler. Ashkénaze, donc les juifs qui sont descendants ou qui sont venus d'Europe de l'Est. Exactement. Et donc là, Kahan essaye d'avoir de plus en plus de soutien de la part des juifs séfarades en utilisant ce discours de les Arabes volent votre travail, votez pour moi, moi je vais tous les expulser. Donc là, on voit un peu ce discours, mais on peut dire que dans le discours israélien aujourd'hui, et même en dehors de Cannes, ça existe très peu parce que les Palestiniens, on sait très bien qu'ils sont citoyens de seconde zone et qu'ils influencent, ils peuvent pas influencer les Juifs et le contrôle des Juifs sur eux. Donc c'est très, même si c'est pas peut-être des fois explicite, c'est dans la conscience des Israéliens, c'est très clair. Les Kahanistes qu'on a notamment vu le jour de la marche des drapeaux qui criait donc mort aux Arabes. Je rappelle que la ville de Haïfa dont tu parles est la deuxième ville d'Israël. Je ne sais plus ce que je voulais préciser d'autre. Oui, sur les expériences des checkpoints, je renvoie notamment au livre de Sylvain Sipel, L'État d'Israël contre les Juifs, qui raconte notamment des expériences de checkpoint et l'arbitraire israélien pour rendre les Palestiniens complètement fous au niveau des checkpoints. Dans les commentaires sur le chat, il y a quelqu'un forcément évoqué les accords d'Abraham, au moment où on évoquait les accords d'Oslo. Donc je rappelle, les accords d'Abraham, c'était donc le début de la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes. Ça a commencé avec les Émirats, il y a eu le Maroc, donc en 2020, le Bahreïn. Est-ce que j'en oublie ? Le Soudan, c'est un peu plus compliqué. C'était plus compliqué. Ils n'ont jamais ratifié. Mais voilà, on va dire c'est principalement les Émirats, le Bahreïn et le Maroc. Aujourd'hui, on a quand même Israël qui a bombardé le Qatar, l'Arabie Saoudite qui était à deux doigts. Tout à l'heure, on disait avant le 7 octobre, les Palestiniens n'existaient pas. On rappelle qu'avant le 7 octobre, l'Arabie Saoudite était quand même à deux doigts de normaliser ses relations avec Israël. Et je renvoie un article qu'on a publié la semaine dernière sur Orient 21 sur comment le fonds d'investissement saoudien finance indirectement la colonisation de la Cisjordanie. Aujourd'hui, comment les pays du Golfe, Alain, se positionnent par rapport justement à la menace que représente quand même Israël pour toute la région, avec un côté complètement arbitraire et une impunité totale. Et on l'a vu notamment avec le Qatar quand même, et tous ces pays qui sont censés être plus... Je rappelle que le Qatar abrite quand même la plus importante base états-unienne de la région. Donc... je voudrais dire d'abord qu'une des causes du 7 octobre, pour le Hamas en tous les cas, c'était de casser le possible rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Ismaël Haniyeh, dans son discours qu'il prononce au matin du 7 octobre, donne ça comme un des objectifs.
Et effectivement, l'idée ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée que la Palestine allait disparaître, non pas de la carte, mais de la carte géopolitique, a été un élément très, très fort. Et donc, on était vraiment à la veille d'un accord qui, en gros, donnait à l'Arabie saoudite des garanties israéliennes de sécurité en échange américaine. Et une espèce de reconnaissance de principe israélienne disant que peut-être qu'on pourrait aller vers un État palestinien. Ils étaient prêts à ce type de compromis. Ça a très vite changé. Et dans les mémoires d'un diplomate américain qui était en Arabie saoudite à la fin de l'année 2023, où il le dit, qu'est-ce que vous voulez faire, où on en est des accords avec Israël, qu'est-ce que vous pensez, Mohammed Ben Salman, qu'on interroge là-dessus, répond « Le problème, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je pense mon peuple. » Et il dit « Il y a 6 mois, personne ne s'est occupé de la Palestine, et maintenant, j'ai une population massivement mobilisée là-dessus. » Donc, Mohammed Ben Salman, qui est donc le prince héritier saoudien. Je pense que c'est vrai dans tous les pays du Golfe. Et puis, il y a autre chose quand même qui pèse et qu'il ne faut pas négliger, c'est les intérêts géopolitiques des États. L'Arabie saoudite et les pays du Golfe ne veulent pas s'intégrer à un Proche-Orient qui serait dominé par les Israéliens, où les Israéliens auraient carte blanche de bombarder le Qatar, de faire ce qu'ils veulent. Donc il y a une inquiétude. Et on a vu, d'une certaine manière, c'est l'arrêt des combats aujourd'hui, c'était en partie le résultat de pression du Qatar et des pays du Golfe sur Trump en disant « il faut que tu arrêtes Netanyahou ». Donc ça aussi, je crois que c'est un élément qui est important. Ils ne sont pas, je veux dire... C'est pas des grands, ils sont pas en solidarité massive avec les Palestiniens, où ils ont pris aucun moyen de pression réelle sur les Occidentaux pour qu'ils changent de politique, mais en même temps, ils sont obligés de tenir compte de leur opinion. Et je pense que réellement, Netanyahou provoque une inquiétude dans un certain nombre de pays du Golfe sur l'avenir de la région. Et on a vu d'ailleurs au moment, à la mi-juin, quand Israël a bombardé l'Iran, le premier pays à dénoncer le bombardement, c'était quand même l'Arabie saoudite. Sur cette question, justement, le positionnement des pays arabes par rapport des régimes arabes, très important de faire la distinction par rapport à ce qui se passe en Palestine, on critique à juste titre, la complicité occidentale des États-Unis, de la France, etc., dans le génocide en cours à Gaza, et les pays arabes. Quand on pense à des pays comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, ils ont aussi une part de responsabilité, en fait, dans le génocide en cours. Oui, bien sûr, mais moi, je ne suis pas parmi les gens qui blâment trop les Arabes sur ce point, parce que ce serait une lecture très paresseuse. Je connais très bien le contexte. Je sais que les gens... je sais que c'est pas des démocraties déjà, c'est pas comme en Europe. C'est pas eux qui ont créé ce problème, pas comme en Europe. Et puis les peuples arabes, je veux dire, je les plains déjà avec tout ce qu'ils ont comme problème. Oui, on fait la distinction entre les populations arabes parce qu'il y a eu aussi les régimes, c'est des régimes ultra-américains, des régimes. Je veux dire, je vais pas parler plus de ça, mais je veux dire, c'est des marionnettes quoi dans la région. Donc, je m'attends pas trop d'eux. Je m'attends plus des soi-disant démocraties qui, eux, ont créé ce problème dans la région. Beaucoup plus, parce que les Arabes, je sais qu'ils se battent, ils ont des façons de dire leurs mots, mais je veux dire les peuples, bien sûr, pas les dirigeants. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui a stérilisé la rue arabe en général à cause de ces régimes qui sont quand même dictatoriaux. Donc, je sais qu'en Jordanie, les gens ne peuvent même pas dire un seul mot, quoi, même pas manifester, sachant que la Jordanie, c'est 80% de Palestiniens et les gens, ils veulent sortir. Mais après, je veux dire, je m'attends pas trop de ces régimes qui, déjà, pour leur peuple, ne feront pas grand-chose. Oui, et d'ailleurs qui se sont même pas, mobilisés. On rappelle, là, il y a eu quand même la flottille, la Global Smooth Flottille pour Gaza. Il y avait autant de ressortissants européens que de ressortissants arabes. On n'a vu aucun gouvernement arabe, faire quelque chose vraiment concrètement, une pression quelconque vraiment pour et parfois même au contraire, prendre le président égyptien, il a pas laissé même une manifestation pour aller à
Et parfois même prendre prétexte sur le fait de ne pas avoir de relation directe avec Israël pour dire non, on ne peut rien faire, alors qu'il y a quand même des leviers, intermédiaires et d'autres manières d'intervenir. Sur les accords d'Abraham, encore, côté israélien, Nitzan, comment est-ce que ces accords ont été perçus? Il y a en fait, on sait que ça a été quand même une aubaine pour les entreprises, notamment de surveillance, etc. On pense à la NSO, la vente de logiciels de surveillance à des partenaires type les Émirats, le Maroc, etc. On pense notamment à Pegasus, à tous ces logiciels de surveillance. Mais est-ce que ça reste limité à ces secteurs-là? Est-ce que ça a un quelconque impact dans le reste de la population est-ce qu'il y a un élan vraiment, en fait, ou est-ce que c'est perçu positivement, cette tentative de normalisation? Est-ce que la population, la société israélienne s'en fout et que ça ne concerne que le gouvernement et les entreprises? Non, ils s'en foutent pas parce que tout le monde adore partir au Dubaï maintenant, à Dubaï. Donc, tout le monde part. C'est vraiment un endroit que tous les Israéliens adorent fréquenter. Après Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est ça. Donc, ça a changé ça. Mais il faut mettre ça dans un contexte, c'était dans un contexte politique très, très, très problématique. C'est-à-dire, depuis 2019, entre 2019 et 2022, il y avait 5 élections. Donc, 5 élections en 3 ans. La situation politique était complètement complexe. Il y avait le Covid aussi. Et Netanyahou a utilisé ces accords en disant, c'est des accords de paix. Est-ce que vraiment c'est des accords de paix s'il n'y avait pas de guerre? Mais c'est des accords de paix. Il a vraiment utilisé pour améliorer aussi son image. Donc l'opposition a critiqué la présentation de ces accords comme des accords de paix. Donc, c'est-à-dire, il y avait énormément de choses qui se passaient en même temps. Il y avait des manifestations aussi contre Netanyahou et contre ses procès de corruption. Donc, est-ce que vraiment il y avait une réflexion de la société, une réflexion politique sur ces accords? Pas tant que ça, sachant qu'il y avait énormément de problèmes politiques, économiques autour. Vraiment, j'ai l'impression que pour l'Israélien lambda, ce que ça a changé, c'est qu'il peut partir à Dubaï et c'est tout. Et pour Netanyahou, ça a été très, très vite oublié après le 7 octobre parce que c'est considéré comme, par la majorité des Israéliens comme un grand échec de Netanyahou. Donc, personne ne va se dire « Ah non, mais en fait, il a réussi à signer avec le Maroc un accord, donc tout va bien. Mais Netanyahou après a réussi quand même à avoir plus de soutien en tuant tous les dirigeants du Hamas et de Hezbollah aussi. Et c'est comme ça qu'il a regagné de soutien. Aujourd'hui, on voit qu'il a... Et le bombardement de l'Iran. Le bombardement de l'Iran, bien sûr, et la menace de l'usage, mais vraiment obsessionnel de la menace iranienne, qui, avec le premier riposte, c'était... ils envoyaient des messages aux Israéliens, aux Américains. On va riposter, préparez-vous. Donc ça, c'était la première fois. Vraiment, c'était ridicule juste parce que ils devaient réagir à une attaque israélienne. Et après, en juin, Netanyahou était très content parce que pendant 12 jours, la société israélienne avait vraiment très, très peur. Et il y a jusqu'à aujourd'hui énormément de bâtiments qui sont détruits en Israël. Oui, à Tel Aviv. Et d'ailleurs, les maires de... il y a un maire d'une ville à côté de Tel Aviv qui a fêté le bombardement dans des bâtiments. Très, très, très bizarre tout ce qui se passe. Non, mais c'était vraiment... enfin, on voit que les Israéliens aussi sont sous la menace. Donc, vraiment, c'est ça que les 12 jours en juin ont changé un peu. Mais c'est-à-dire que Netanyahou voulait tout simplement utiliser ces accords pour gagner aussi du soutien au niveau national. Ça a été vite oublié. Et puis, il a refait d'autres choses pour pouvoir regagner de soutien.
Je rappelle aussi, juste par rapport à ce que tu disais, Mosna, que sur la difficulté à se mobiliser dans le monde arabe n'empêche pas le boycott. Et je rappelle qu'il y a quand même des campagnes de boycott qui ont marché dans le monde arabe et que notamment en Jordanie, puisque tu citais l'exemple de la Jordanie, Carrefour a fermé au sultanat d'Oman, en Jordanie et au Koweït suite à un mouvement de boycott. Donc voilà, vous avez la liste des magasins et des marques israéliennes ou qui soutiennent le colonialisme à boycotter sur le site de BDS. Et bien, je crois qu'on a plus d'autres questions. Merci à tous les trois. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Un mot de la fin, non. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Je rappelle donc que Horizon 21 est une émission présentée par Orient 21 et Afrique 21. Donc cette fois, c'est Orient 21 donc sur Au Poste, que l'on remercie encore une fois. On remercie le camarade David Dufresne de nous accueillir ici. On rappelle également qu'il s'agit de 2 médias indépendants en libre accès, que nous vivons grâce aux dons. C'est un choix de notre part de rester en libre accès. Donc, soutenez-nous si vous avez envie de lire autre chose que du Bolloré et du Sterrin. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la lettre hebdomadaire d'Orient 21 pour recevoir chaque vendredi dans votre boîte mail les articles de la semaine et autres événements qu'on organise. Pardon ? Gratuitement. Et gratuitement. C'est en libre accès. C'est pas gratuit, l'information a un coût, mais c'est en libre accès. Une dernière question. Il y avait quel avenir pour le sionisme ? Là, c'est un sujet de dissert. C'est un autre on va consacrer une autre session. Une autre session pour ça. Merci à tous les trois. La prochaine émission, ça sera avec Michael Poron, toujours sur Au Poste, avec Afrique 21. Elle portera sur les élections au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera à la fin du mois d'octobre. Et le mois prochain, donc exceptionnellement pour ce mois d'octobre, on fait 2 émissions. Et le mois prochain, vous aurez droit à une émission commune Orient 21, Afrique 21. Et je n'en dis pas plus, vous saurez pour le mois prochain quelle émission on vous prépare. Merci à tous les trois. Je rappelle nos invités, Mosna Chehabi, Nissan Perelman-Becker, Alain Grèche. Et à la prochaine. Merci Sarah. Merci Sarah. Il faut expliquer, il faut essayer de convaincre, et puis il faut en rester aux règles démocratiques qui fait que c'est l'élection qui compte. Et pas, la manifestation est utile pour se faire entendre, mais elle n'est pas substitut au vote. Je vous demande d'être un peu solidaire avec votre peuple. Casque ou pas casque, bâton ou pas bâton, nous on n'en a pas. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Cette mission qui est collectivement la nôtre, qui est aussi celle de notre génération. Bâtir un nouveau contrat social du XXIe siècle. Vous tirez sur les gens, frère. Vous nous cassez. Paris, c'est une blonde. Et les lacrymos qui nous tombent sur la gueule. On marche. Ils nous tirent des bombes lacrymogènes depuis tout à l'heure. C'est comme une odeur de désordre. Une odeur de désordre et de poudre. Ça sent le bordel. Et pour on va être 500 devant nous. Les 500, on va les pousser. Pour être 1000, les 1000, on va les pousser pareil. Vous êtes le peuple français, vous nous cassez. Ils veulent chauffer les campagnards. J'ai honte de vous. Ce matin, les agriculteurs de Moselle ont utilisé du fumier pour manifester leur colère devant les bâtiments du département. Certains avaient déjà des gilets jaunes. C'est en solidarité pour eux. Le cap, il est bon, nous allons le tenir. C'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Une autre leçon d'histoire, outre le fait que l'extrême centre s'allie toujours à l'extrême droite pour les mêmes raisons structurelles, c'est que l'extrême centre finit toujours par se faire dévorer par l'extrême droite.
Avec Macron, on a quelqu'un qui n'est pas fini, hein, intellectuellement et psychologiquement, ça c'est clair, et qui a une sensibilité d'extrême droite. Je pense profondément que c'est un garçon pas très intelligent, très très complexé, intellectuellement, physiquement aussi, une espèce de virilisme masculiniste et imbécile qui s'exprime chez lui en permanence et qui l'amène à jouer au petit soldat. Il a, je pense, une culture d'extrême droite. C'est un gamin issu de la bourgeoisie de province, qui a été scolarisé chez les jésuites, dans un bahut privé, qui n'est jamais sorti de cet univers-là, qui a des références qui ne sont pas celles de la République ni de la gauche de manière générale, et qui, je pense, a une fascination immature, adolescente, pour la violence. Je pense qu'il y a une fascination pour ça, d'autant plus que c'est un gamin qui a peur. Pendant les Gilets jaunes, il a eu très très peur physiquement. C'est souvent d'ailleurs l'apanage des gens pas courageux et pas finis que d'exalter la guerre et le virilisme guerrier. Quand Darmanin, Macron et d'autres parlent de la bordélisation du pays, c'est Macron quand même. Qu'est-ce qui précipite les Gilets jaunes ? C'est un petit imbécile qui couvre son petit copain Benalla, un voyou complet, qui est couvert par un irresponsable